Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, fin de l'état d'urgence en Éthiopie. Celui-ci avait été décrété à la suite de la démission de l'ancien Premier ministre, mais aussi dans un contexte de manifestation dans plusieurs régions du pays. L'Éthiopie, quasiment sous état d'urgence depuis 2016, un régime d'exception dénoncé par la population et les ONG après la libération de prisonniers politiques. Les tentatives de réconcilier Somalie et Oromo, la levée de cette mesure est un geste de plus du Premier ministre Abiy Ahmed qui se veut réformateur. Alors, est-ce que le régime éthiopien est en train de prendre un virage à 180 degrés? Je poserai la question à mes invités. Le commerce intra-africain au cœur de la rencontre de Dakar. Des ministres du commerce impliqués dans les négociations dans le dossier de la zone de libre-échange. Ils doivent finaliser les annexes du protocole, document qui sera présenté en juillet au chef d'État lors du prochain sommet de l'Union africaine. Puis la réforme agraire attendue en Afrique du Sud, réforme annoncée il y a plusieurs mois par le gouvernement. Il s'agit de corriger les injustices liées à la dépossession des terres, les mots du chef de l'État. L'administration Ramaphosa peut-elle lancer cette politique de redistribution des terres attendue par la majorité des Sud-Africains 24 ans après la fin de l'apartheid? Cette réforme agraire est-elle vouée à connaître le sort tragique que celle entreprise dans le pays voisin, le Zimbabwe? On en parle dans la troisième partie de cette émission. Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, Madame Karine Orio, bonsoir. Bonsoir Zahara. Merci à vous, vous êtes journaliste. À mes côtés, Monsieur Justin Azangpo, bonsoir. Bonsoir Zahara. Vous êtes consultant dans la gouvernance des systèmes éducatifs. Également sur ce plateau, Clément Yao, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du REJAF, le réseau des journalistes africains de France. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On place tout de suite à l'actualité politique. Le Parlement éthiopien a donc annoncé ce mardi la fin de l'état d'urgence, mesure initialement prévue pour durer 6 mois. Cet état d'urgence avait été instauré le 15 février au lendemain de la démission du Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn, Premier ministre fragilisé par une crise politique marquée par d'importantes manifestations antigouvernementales des Oromo, mais aussi des Amara, les deux ethnies majoritaires du pays qui s'estiment marginalisées par le pouvoir central. Et la levée de l'état d'urgence, un geste d'apaisement, volonté affichée en tout cas par le chef du gouvernement, Adilatou Badawi. C'est dans la matinée de ce mardi 5 juin que le Parlement éthiopien a levé l'état d'urgence instauré pour 6 mois le 16 février dernier. La décision des parlementaires découle de la stabilité relative et du calme observé ces derniers mois dans le pays. Un constat fait depuis l'accès d'Abiy Ahmed à la primature. Dans cette dynamique de stabilité, le gouvernement d'Abiy Ahmed a dû faire au cours des derniers mois des efforts considérables en matière de sécurité et de dialogue social. Donc on peut dire la combinaison de la mesure du cas d'urgence et les appels à la paix lancés par le nouveau Premier ministre ont convergé pour amener une situation sécuritaire plus normale en Éthiopie. Depuis l'accès d'Abiy Ahmed à la primature, nombreux sont les changements observés. D'abord, la libération des prisonniers politiques, ensuite le dialogue politique et social entre les peuples Oromo et Amara, et enfin l'ouverture du pays à de nouveaux partenariats bilatéraux et multilatéraux. Ainsi, l'avenir de l'Éthiopie s'annonce prometteur. On peut penser que la stabilité est revenue de façon assez durable. Et c'est le constat de ce retour à la stabilité et à l'ordre public qui a amené les autorités, en particulier le Parlement, à lever l'état d'urgence. Donc on peut penser que ce pays va revenir avec un certain calme et la paix pour une durée assez importante. La levée de l'état d'urgence en Éthiopie est une nouvelle que les Éthiopiens reçoivent avec beaucoup d'émotion. En effet, la peur et l'insécurité laisseront place à la quiétude sociale. La fin donc de l'état d'urgence instauré après ces manifestations de Oromo et Amara, des protestations qui étaient
véritablement l'expression d'une frustration de ces deux ethnies qui s'estiment marginalisées par le pouvoir central actuellement dirigé par les Tigréens. Alors, est-ce que le chef du gouvernement, qu'il multiplie les gestes envers la population, des gestes d'apaisement, a pour autant les mains libres pour pouvoir entreprendre les réformes attendues, à savoir autour de ce fédéralisme ethnique qui est au cœur du mode de gouvernement éthiopien, mais qui est aujourd'hui à bout de souffle? Alors, ce qu'il faut quand même saluer, c'est que ce nouveau Premier ministre opère effectivement une vraie révolution, parce qu'effectivement, il a multiplié, vous l'avez dit, des gestes d'apaisement, et que surtout, la fin de cet état d'urgence qui était un peu demandé depuis un petit moment par les différentes ethnies concernées apparaît comme s'ils ont été entendus. Donc ça, c'est plutôt bien. On a l'impression qu'il y a un vrai dialogue qui s'installe, et que du coup, c'est plutôt un dialogue propice pour la mise en place d'un certain nombre de réformes par ce gouvernement. Rappelons quand même que l'Éthiopie est présentée comme l'un des pays en termes économiques qui a énormément de contrats avec notamment la Chine et d'autres pays, et que parler d'une crise politique et d'un état d'urgence peut nuire en tout cas aux intérêts économiques du pays. Donc même si effectivement sur le plan interne il y a des problèmes à résoudre, je pense que c'est une bonne chose de sortir de cet état d'urgence. Maintenant, dans les faits, est-ce que réellement on va s'installer une vraie réconciliation? Est-ce que ces deux ethnies vont arriver à une équité, à quelque chose, effectivement, un compromis entre les deux? C'est la question qu'il faut se poser. Alors justement, c'est la grande question. Alors, est-ce que la marge de manœuvre du Premier ministre Abiy Ahmed est suffisamment large pour pouvoir entreprendre les réformes qui s'imposent, notamment autour de cette constitution de 1995? Oui, pour ma part, je pense que de toute façon, quand on regarde bien ce qui se passe, c'est une très très bonne décision qui a été prise par le Parlement, qui est d'élever un peu l'état d'urgence. Cela va augurer donc d'un apaisement qui est en train de se mettre en place, qu'il faut mettre aussi à l'actif du Premier ministre, M. Abiy Ahmed. Mais aussi, il faut rappeler que le problème ethnique, c'est un peu, on va dire, le dominateur commun à tous les pays. En Afrique, la question était vraiment au centre de tous les débats politiques. C'est quand même dommage. C'est vrai que l'Éthiopie sort d'une crise assez sévère. Et donc, cette décision va certainement permettre au pays d'enclencher le développement qui est d'ailleurs assez salutaire. Comme l'a dit tout à l'heure ma consoeur, l'Éthiopie fait partie des pays où l'économie donne un signe assez important, donc un signe avant-coureur qui donne l'impression que l'Afrique est en train de décoller. Alors, pour revenir un peu à cette décision de la levée de l'état d'urgence, cela donne aussi, on va dire, un point assez important au Premier ministre, parce que si le second a été un peu à l'origine de cette contestation qui a duré des mois, et donc Ahmed Abiy est en train de vraiment tracer sa ligne pour montrer que l'Éthiopie peut avancer, que par ce genre de décision, et donc le pays pourra donc entamer son développement comme le souhaite le peuple. Justin Azankpo, est-ce qu'il peut véritablement entreprendre les réformes qui sont attendues, dans la mesure où il se retrouve, alors il est au Oromo très bien, mais il se retrouve quand même dans une machine au sein de cette ODEPO, cette coalition gouvernementale, avec cette vieille garde, donc il n'est pas forcément favorable à un changement de constitution, par exemple. Oui, bien sûr. Moi, je crois que c'est quand même un élément très positif à son actif déjà. Par ce geste, il a quand même favorisé ou facilité justement la décision du Parlement, puisque c'est un gros travail quand même qui a été fait derrière. Moi, je dirais qu'il faut quand même que dans nos pays africains, on arrive à dépasser un peu ce cadre ethnique. On gouverne toujours par des ethnies, ce qui entraîne toujours des conflits également. Moi, je pose toujours la question, quand est-ce que nous allons être matures politiquement pour présenter un projet? On élit un président, un Premier ministre autour d'un projet, sans tenir compte des problèmes d'ethnie, minoritaire, majorité, etc. Il faudrait que ce soit les plus compétents qui gouvernent, tout simplement nos pays. Voilà, moi, mon souhait, c'est ça, c'est arriver là. Et surtout, l'Éthiopie, mais c'est quand même un grand pays qui a beaucoup progressé. Et je crois que le nouveau Premier ministre, avec son gouvernement, est réellement sur la bonne voie pour
continuer justement dans ce développement, surtout avec ses relations avec la Chine. Qui est quand même très investie dans le pays. Voilà. Karine Orio. Oui, en fait, pour aller dans le même sens que ce que vient de souligner monsieur, c'est vrai que dans nos pays africains, on dirige beaucoup par l'ethnie. L'histoire, en tout cas, qu'on soit en Afrique de l'Est ou alors en Afrique centrale, on a vu effectivement qu'il y avait beaucoup de problèmes ethniques et que ça suscitait des guerres terribles. On l'a vu un peu partout, on l'a vu au Rwanda et tout, mais on peut aussi se servir d'exemples de paix, de réconciliation pour l'appliquer dans nos différents pays. Mais on n'a pas encore pour l'instant dans nos systèmes de gouvernance le critère de diversité. Parce qu'il y a des ethnies qui se sentent effectivement marginalisées. Quand vous avez un président qui est au pouvoir, qui a mis 30 ans, ou alors 45 ans après les indépendances, et qu'effectivement il n'y a que la région géographique de l'ethnie qui est développée et que les autres sont défavorisés, effectivement on peut comprendre les frustrations. On l'a vu avec la Libye et Kadhafi. Donc c'est un problème qui est récurrent dans nos sociétés, mais les nouveaux projets de société, vous avez raison, ne sont pas encore écrit. Par ailleurs, ce que je tenais à souligner également en ce qui concerne l'Éthiopie, c'est que Amnesty International a dénoncé quand même une répression qui a fait près de 900 morts en termes de droits de l'homme. Il y a encore tout à faire. Même si on salue effectivement les contrats entre l'Éthiopie et un certain nombre de partenaires internationaux, il n'empêche qu'on est en droit de s'interroger et de s'alarmer sur les conditions en termes de droits de l'homme. Clément Yao. Mais bon, enfin, moi, ce que j'ai peut-être rajouté, c'est que les gestes du Premier ministre et tout ce que nous sommes en train d'observer, quand même, apportent une bouffée d'oxygène à ce pays qui a été bloqué quand même pendant des mois. Et quand ce matin, on a pu apprendre que pour solder un peu son différend avec l'Érythrée, l'Éthiopie a fait un appel pour solder un peu ce différend-là. C'est un très bon geste, c'est un bon signe qui montre que ce pays veut bien d'abord développer un climat de paix autour avec les pays limitrophes et mieux se développer aussi en tenant compte aussi de l'aspect géopolitique de la région. Et cela est très important parce qu'il faut le souligner dans ces gestes d'apaisement. Alors, on va en parler dans quelques instants. Alors, cet état d'urgence avait été instauré à la mi-février, devait durer normalement 6 mois. Cette décision avait été décriée, bien entendu, on l'a dit, par la population, notamment les Oromo. Revenir sur la durée de cet état d'urgence, c'est une manière aussi pour le gouvernement de se prémunir d'une éventuelle alliance inédite entre l'ethnie Oromo et Amhara contre éventuellement le gouvernement. Oui, moi je pense que, en fait, vous l'aviez déjà mentionné dans votre précédente question, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de réformes qui se préparent et prévoir justement un état d'urgence de 6 mois. À quoi est-ce que cela sert? C'est bien de se remettre en question et puis de revenir dessus. Ce n'était pas nécessaire. C'était un climat qui était plutôt un climat de peur et d'angoisse. Là, je pense que, en tout cas, le gouvernement, le Premier ministre, là, donne le ton pour que en tout cas les deux ethnies se sentent un peu plus considérées et c'est déjà le plus important pour gouverner, pour entamer un certain nombre de choses. Et puis rappelons quand même que quand on se présente comme un pays qui signe énormément de contrats internationaux. Aujourd'hui, ce qu'on ne demande plus, c'est d'être uniquement fort économiquement. C'est qu'il faut aussi qu'en termes de paix et en termes de sécurité humaine, que tout le monde se sente rassuré. C'est aussi ça la bonne gouvernance. Bon, ce sont des critères dont il faut tenir compte. Et Justin Azanpo. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire notre collègue. Un pays ne peut se développer que quand il y a la sécurité et quand il y a une paix partagée, je dirais. Parce que, et moi je dirais, ce qui s'était passé en Éthiopie avec ce soulèvement est lié aussi à ce qu'on constate dans nos pays. C'est-à-dire qu'il y a une ethnie qui a le pouvoir. Et puis après, on privilégie cette ethnie-là et on laisse en déshérence complète les autres. Et bien évidemment, ça ne peut pas marcher. Et donc, ce n'est qu'un début. Et ce début, moi je crois que, on reviendra peut-être là-dessus, l'Éthiopie qui est quand même le siège de l'Union africaine, c'est un pays quand même, je dirais, pour tous les Africains, qui est très, très observé. Et qui est non seulement très observé, mais
qui enfin a commencé aussi par reconnaître le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On y reviendra avec le problème de l'Érythrée. Alors l'Éthiopie a été obligée de le reconnaître. Tout à fait. Oui, alors dans la foulée de l'annonce de la levée de cet état d'urgence, la coalition pouvoir a également décidé de faire un pas vers l'Érythrée en annonçant la fin de son litige frontalier avec son voisin. Alors cette annonce a surpris un petit peu tout le monde. Il s'agit là d'un changement de politique majeur, en tout cas pour le Premier ministre Abiy Ahmed. Oui, mais je pense que c'est une très bonne chose parce qu'effectivement, il y avait énormément de questionnements sur le fait que du comportement de l'Éthiopie avec l'Érythrée, qui est son voisin direct. Donc c'est une très bonne chose parce que je pense que là, on observe un vrai tournant. Ce qu'on n'a pas pu voir dans d'autres pays. L'exemple, en tout cas, pour moi, l'exemple du Rwanda est un bon exemple. C'est-à-dire qu'après le génocide entre les deux ethnies principales, on a vu comment il était important pour le pays d'abord de réconcilier le peuple en interne et puis de se rapprocher des voisins en créant un leadership. Donc je pense que l'Éthiopie est peut-être sur la bonne voie aussi, mais c'est à saluer, c'est une bonne chose parce qu'effectivement les Érythréens souffraient un tout petit peu de ce qui se passait avec l'Éthiopie. Alors, comme un petit rappel sur la situation, c'est le litige, c'est Tsorona, Badmé, c'est à peu près à 170 km au sud d'Asmara. Asmara, c'est la capitale de l'Érythrée. Donc, ça reste donc depuis de nombreuses années, depuis quasiment l'indépendance de l'Érythrée, la frontière de la discorde entre les deux pays. Une situation qui a donné lieu de 98 à 2000 à une guerre entre les deux pays. Le différend n'a jamais été réglé. 800 000 morts. Ou 80 000 morts, pardonnez-moi, depuis 2000. Alors la décision de l'Éthiopie de mettre fin à son litige, c'est un pas donc vers la mise en œuvre des accords d'Alger qui n'ont finalement jamais été exécutés. Et moi je dirais pour l'Érythrée surtout, parce que l'Érythrée va enfin commencer à souffler, parce que dans un pays où la jeunesse est mobilisée tout le temps, en fait, parce que les jeunes érythréens, ils sont en permanence mobilisables pour aller faire la guerre contre qui, hein? Quand est-ce qu'on va commencer à parler développement? Et donc, pour moi, enfin, les deux pays vont commencer par déposer les armes, et penser développement. Et penser développement, c'est aussi faciliter parce que dans les jeunes Africains qui meurent dans les océans et tout, il y a quand même beaucoup de réfugiés érythréens aussi qui fuient justement cette obligation d'être tout le temps, vous êtes mobilisés en permanence, quoi. Donc, je crois que ça va donner un coup de fouet aussi aux deux économies. Alors, on sait que l'Érythrée, c'est un régime fermé depuis plus de 20 ans, aucune élection. Elle a un président qui est là depuis l'indépendance du pays. Est-ce qu'on peut attendre à ce que cette décision de l'Éthiopie soit reçue par le gouvernement érythréen? Pour le moment, voilà. On sait que pour le moment, il n'y a pas eu de réaction encore officielle de la part de l'Érythrée. Mais ce qui est important, c'est que effectivement, l'Éthiopie ne peut pas avoir la paix en interne quand on n'est pas en paix avec le voisin. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a eu près de 800 000 morts dans ce conflit. 80 000 morts. 80 000 morts, exactement, pendant ce conflit frontalier. Et donc, je pense qu'effectivement, pour que l'Éthiopie puisse se développer, elle est bien obligée de tenir compte du voisin, avoir cette géopolitique-là, et intégrer un peu cette réalité régionale-là dans son développement à lui. Et donc, pour revenir un peu sur la question, je pense que l'Érythrée, c'est effectivement, comme l'a souligné mon voisin, est un peu... en ce qui concerne la jeunesse, elle est en première ligne en ce qui concerne les candidats à l'immigration. On a vu un peu les chiffres qui sont donnés par les différents... 2 000 à 3 000 jeunes qui quittent la majorité, ce sont des jeunes originaires de l'Érythrée. Donc, je pense que ces décisions-là devaient pouvoir donc, solder un peu ces différends qui a duré vraiment plusieurs décennies. Et on espère que l'Érythrée va prendre un peu la balle au rebond, parce que c'est vrai que c'est un geste qui était inattendu. Je pense que les deux pays aujourd'hui ont besoin de cette paix pour pouvoir se développer.
Alors on attend bien sûr la réaction du président érythréen Isaias Afewerki. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur la levée de cet état d'urgence, mais aussi cette main tendue de l'Éthiopie vers l'Érythrée. On va marquer une très courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.